Sandrine, je suis vraiment ravie de te retrouver aujourd'hui pour cet entretien sur Portrait de main. Tu as vraiment un parcours qui m'inspire beaucoup. C'est vraiment une belle rencontre, une rencontre du confinement qui s'est faite et qui a été et qui est une belle rencontre qui a été faite pendant ce temps-là. Et aujourd'hui, je voulais te donner la parole pour que tu nous expliques, tu vas nous expliquer ce que tu fais et comment tu le fais. Mais d'abord, c'est tellement porteur de sens ce que tu fais que est-ce que tu pourrais nous expliquer ton cheminement, ce qui t'a amené à faire ce que tu fais aujourd'hui comme travail, prestation. Je viens des métiers de la création. À l'origine, j'ai fait une école d'archi et puis une école de design. Et très jeune, à 25 ans, j'ai monté le département graphique d'une agence de design qui était toute petite à l'époque, qui s'appelait 100 degrés, et qui a grossi. Et on a été jusqu'à 70 personnes. Et j'avais en charge le département identité visuelle, packaging, édition, tout ce qui est en 2D. Et on travaillait beaucoup dans l'univers du cosmétique, du luxe, mais pas que. Et on a travaillé pour Petit Bateau, donc en gagnant une grosse compétition avec les plus gros opérateurs du marché, contre les plus gros opérateurs du marché. Et on a gagné cette compétition parce que je raconte ça parce que c'est de là qu'est née vraiment ma vocation sur ce que je fais aujourd'hui. Je fais durer un peu le suspense sur mon cœur de métier. C'est qu'on a gagné cette compétition parce qu'on a écrit un livre, enfin écrit, et imagé, illustré un livre de ce que serait la marque Petit Bateau si elle n'avait pas dévié sur les méandres du marketing, et si elle était restée ancrée sur ses valeurs et sa raison d'être d'origine. Petit Bateau, quand moi j'étais petite, c'était il y a longtemps, c'était une marque qui était hyper créative, hyper innovante. Ils ont quand même inventé la petite culotte, hein, ils ont coupé les jambes des culottes. Maman, les petits bateaux ont-ils des jambes? Ces petits bateaux. Ils ont inventé le coton tricoté, donc le t-shirt. Ça ne vient pas des États-Unis, ça vient de chez nous, ça vient de la France. Ils ont inventé le milleret, c'est-à-dire le tricotage en 2 couleurs. Donc c'est aussi Petit Bateau qui a inventé. Donc c'était vraiment une marque super innovante. Et c'était une marque qui avait plein d'humour. Toutes les pubs à l'époque étaient faites avec 2 petits personnages, Marin et Marinette, qui faisaient des blagounettes. Alors des blagounettes de 1900, parce que la marque a plus à 130 ou 140 ans maintenant. Donc c'était des blagounettes de 1900, hein, où ils accrochaient un petit poisson dans le dos des gens, où ils sautaient dans les flaques d'eau. Voilà. Mais il y avait un ton comme ça d'humour. Et quand nous, on a rencontré la marque en 95, donc ça remonte à un paquet d'années, il n'y avait plus tout ça. C'était une marque un peu tristoun, un peu moribonde. Il y avait quelques boutiques où allaient les mamies pour faire le cadeau du petit dernier, mais il n'y avait plus du tout cet esprit de marque initial. Et donc, pour travailler, j'avais fait rapatrier 100 ans d'histoire de la marque, donc toutes les pubs de l'époque, etc., etc. Et même quand moi, j'étais petite, il y avait encore cet esprit-là. Je me souviens d'une publicité où c'était des enfants qui faisaient une bataille de polochons dans des lits à étages. Alors, bataille de polochons dans les années 70, au sortir des années 60, où on faisait plutôt la prière au pied du lit. Donc, c'était ultra transgressif. Et dans des lits à étages, où, même chose, c'était une innovation. Ça arrivait de Scandinavie. Et tous les enfants rêvaient d'avoir un lit à étage. Donc, c'était innovation, créativité, humour, transgression. Enfin, il y avait tout cet univers-là. Et en 95, tout ça avait totalement disparu. La pub pour les 100 ans de Petit Bateau, c'était un film de Sarah Moon, qui se passait sur un espèce de bateau fantôme avec du brouillard, les enfants un peu tristes, un peu terrorisés. Enfin, c'était vraiment super glauque, quoi. Et pas du tout l'image que moi j'avais de Petit Bateau enfant. Et donc, on a écrit ce bouquin en remettant de la joie, de la bonne humeur, des bêtises, ce que font les enfants normalement, de la liberté, de la créativité, etc. Et quand ils ont vu ce livre de Marc, ils ont dit « Waouh, mais ça, c'est vraiment nous, quoi.
Ça avait d'ailleurs donné naissance à un film qu'avait fait BETC qui s'appelait Les Bêtises, sur une chanson de Dutronc, fais pas ci, fais pas ça, où on voit des enfants qui font que des bêtises. Donc c'était l'incarnation parfaite de notre plateforme de marque. Et quand j'ai quitté mes associés 15 ans plus tard pour reprendre ma liberté, chère à mon cœur, je me suis posé la question de savoir ce que j'allais faire. Je n'ai pas cherché longtemps, en fait. J'avais envie de faire ce que j'avais fait pour Petit Bateau, réveiller des marques endormies ou créer des univers à des marques qui n'en avaient pas. Donc voilà comment est née ma vocation. Et aujourd'hui, ma raison d'être à moi, c'est d'inspirer les marques à devenir elles-mêmes inspirantes. Faire en sorte qu'elles sachent se raconter d'un point de vue émotionnel pour toucher leur cible. Et on se rend compte, et plusieurs spécialistes ont travaillé là-dessus, on se rend compte que les marques les plus désirables sont celles qui savent toucher d'un point de vue émotionnel, même si tout le domaine du rationnel doit être là, on doit pouvoir rassurer les marques, on doit pouvoir faire prouver ce que l'on raconte, mais les toucher d'un point de vue émotionnel. Donc, ça passe par savoir se raconter, donc du storytelling, mais ça passe aussi par la définition très précise de la personnalité de la marque, de ses valeurs, de sa raison d'être, de sa mission, pourquoi elle existe. Voilà, et c'est ça que j'ai développé et mis au point toutes ces années. Alors, merci. Et du coup, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les méthodes que tu mets en place pour justement aller trouver ces valeurs, aller à la rencontre de ces marques? Absolument. Donc, pendant toutes ces années, j'ai élaboré une méthodologie, on va dire, un process. Et souvent, je dis à mes clients, trust the process, parce que quand on est embarqué dedans, on ne voit pas bien où est-ce qu'on va, mais voilà. Donc, ce process que j'ai imaginé, expérimenté, mis en place pendant toutes ces années, commence par un point d'ancrage qui est très fort. Et aujourd'hui, je peux dire que je me suis vraiment spécialisée dans ce domaine, que sont les valeurs d'une marque. Et c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, d'abord parce que c'est important d'avoir des valeurs et de se faire guider par des valeurs. Ma définition d'une valeur, elle tient en 2 mots. Je dis que c'est un driver aspirationnel. Un driver, ça me donne la voie, ça me guide, c'est quelque chose qui me guide. Et aspirationnel, ça me mène vers le haut. Donc, une forme de guidance par le haut qui va faire de moi quelqu'un de meilleur, mais quelqu'un qui est bien droit dans mes bottes et sur ma route, quoi. Et je fais une petite parenthèse sur les valeurs, parce que c'est vraiment là aujourd'hui mon cœur de métier et mon cheval de bataille aussi, parce que c'est voilà, parce que tout le monde ne les incarne pas ou tout le monde n'en a pas ou voilà. Après, je ne demande pas à ce que chacun ait des valeurs, mais je me suis rendu compte en fait que quand on était drivé par un système de valeurs qui était cohérent, c'était beaucoup plus facile de suivre sa voie, parce que c'est vraiment l'histoire de dessiner son chemin, et puis de transmettre à l'interne auprès de ses équipes, et puis transmettre à ses clients, partager avec ses partenaires, avec ses collaborateurs, et avec ses clients finaux, bien sûr. Et donc, il n'existait pas de référentiel valeur dans le monde. Il y avait juste un système de valeurs qui avait été élaboré par Schwartz, qui a questionné plus de 60 000 personnes dans le monde, 68 pays différents. Et il a élaboré un système de valeurs et puis les correspondances et les corrélations entre les valeurs. Il a fait un boulot qui est super beau. Je pourrais te montrer l'illustration. Et l'inconvénient, c'est qu'elle n'en comporte qu'une soixantaine de valeurs, qui n'est pas suffisant quand on travaille sur les valeurs d'une entreprise. Et surtout, elles sont très corrélées aux valeurs de l'humanité,
puisque c'était son boulot, hein, c'était sa vocation, et pas tellement aux valeurs de l'entreprise et à l'univers de la marque, quoi. Donc, avec InnoCentre, qui est un lieu dédié à l'innovation, qui conçoit des outils pour faire de l'innovation, donc des stimuli créatifs, des banques d'images, etc. Je leur ai demandé, je leur ai proposé qu'on élabore ensemble un jeu de cartes valeurs. Et donc avec des sémiologues, des ethnologues, des philosophes, des gens du marketing, des sociologues, on a fait une task force et on a travaillé sur un système de 200 valeurs, donc une banque de 200 valeurs qui aujourd'hui est la plus exhaustive au monde et il n'en existe pas d'autres. Donc aujourd'hui, cette banque, on peut la trouver sur Internet et l'acheter. C'est en fait aujourd'hui un jeu de cartes qui permet de faire émerger des valeurs en quelques heures avec des techniques de créativité de groupe, en travaillant sur ce qu'on appelle les étincelles, donc qui sont une sélection émotionnelle des valeurs, et puis ensuite un système de clusterisation pour faire émerger un système d'une trentaine ou quarantaine de valeurs et de faire émerger au sein de ces 40 valeurs les 5 valeurs principales d'une entreprise. Donc cet outil m'a fait gagner un temps, mais inouï, sur le diagnostic valeur d'une marque. Donc ça, c'est la première pierre mon process, de ma méthodologie. Le deuxième, c'est le Golden Circle de Simon Sinek, avec lequel je travaille depuis plus de 10 ans. Je me suis formée à faire émerger les fameux Golden Circle avec le why, le how et le what, qu'on est d'ailleurs en train de mettre en œuvre, puisque je vous ai raconté pourquoi je faisais ce que je faisais. Maintenant, je vous raconte comment je m'y prends, et puis je vous montrerai ensuite un study case sur qu'est-ce que je fais concrètement pour que vous puissiez le voir. Il explique qu'en fait, quand les gens arrivent à communiquer pourquoi ils font les choses, ils sont beaucoup plus inspirants que quand ils racontent seulement ce qu'ils font et ce qu'ils font. Et aujourd'hui, 100% des gens savent raconter ce qu'ils font. Et voilà, je suis avocat ou je suis fabricant de voitures et savent raconter comment ils le font en utilisant les meilleurs processeurs, en utilisant les meilleurs collaborateurs, etc. Mais ils ne savent pas ou très rarement raconter pourquoi ils font les choses, quelle est leur mission, quelle est leur raison d'être, qu'est-ce qui fait qu'ils vont faire bouger des choses dans le monde. Ça, c'est le deuxième outil que j'utilise avec mes clients. Le troisième outil, c'est le prisme de Cap Ferrer. Donc, Cap Ferrer qui est un très grand de la marque, mondialement reconnu, qui a défini un système qui permet de définir la personnalité d'une marque d'un point de vue physique, mais aussi d'un point de vue de ses origines, d'un point de vue de sa personnalité, de la relation qu'elle veut entretenir avec ses collaborateurs et comment au final se sent le consommateur de la marque. Donc, c'est un travail qui est très complet à 360 sur la personnalité de la marque, que j'aime bien. Ce n'est pas un outil récent, mais il est inspirant pour les marques avec lesquelles je travaille. Elles aiment jouer au prisme de Cap Ferrer, parce que voilà, je mets beaucoup de ludique aussi dans ma méthode, que ce soit un parcours qui soit un parcours agréable, la narration d'une marque. L'outil d'après, c'est la pyramide de marque, donc qui est aussi une des bases du marketing, mais qui est une pyramide qui reprend l'ambition de la marque, qui reprend la vision, l'offre, la cible. Donc, ça, c'est les fondamentaux, on va dire, quand on travaille pour une marque, et qui permet d'avoir un socle, en fait. C'est comme, j'explique, c'est comme quand on construit une maison. Si les fondations ne sont pas solides, la maison ne tiendra pas. Et donc, pour les marques, le fait d'avoir établi ce socle-là et qu'il soit immuable, il comprend aussi bien sûr les valeurs hein, et puis le bénéfice consommateur. Une fois qu'on a établi ce socle-là, il y a une forme de sécurité qui s'installe et quelque chose qui garantit la pérennité de la marque. On sait qu'elle va pouvoir traverser les âges sans se déformer, quoi.
Voilà, ce que je vous racontais tout à l'heure avec Petit Bateau, c'est qu'effectivement, ce travail-là n'avait pas été fait. Pendant des années, les marques, elles ont piloté à vue, et puis c'est un directeur marketing qui impose sa vision, puis un autre derrière, puis un autre derrière, puis petit à petit, la marque, comme un paquebot, elle dérive doucement, sans faire de bruit, mais finalement, elle s'abîme, quoi. Et puis, le dernier outil, qui est un outil que j'ai inventé moi-même, qui est un outil d'alignement, un outil qui permet de garantir que tout ce qu'on vient de faire, tout ce qu'on vient de faire émerger, on ne va pas juste le laisser dans un joli brand book sur l'étagère de la salle de réunion, mais on va l'appliquer au quotidien. Et cette notion d'incarnation, pour moi, c'est la plus importante, parce que ça ne sert à rien de raconter une belle histoire et puis de ne pas l'incarner dans son quotidien. Pour moi, c'est du bullshit. Ma définition du storytelling, et elle m'est propre, vraiment, c'est de raconter des histoires sans raconter des histoires. Si c'est raconter une histoire, c'est-à-dire pipoter, hein, c'est sans moi. Et les marques qui sont venues me voir, et j'en ai eu, il n'y a pas très longtemps, une marque de cosmétiques qui vient me voir en me disant, voilà, on voudrait faire une gamme solaire bio parce que on a un copain qui fait un truc à Tahiti, là, mais on n'a pas d'histoire, il faut nous inventer une histoire. Tu leur dis, ben non. S'il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas d'histoire. Je veux bien vous aider à trouver dans la raison d'être de votre pourquoi vous faites ça, quelque chose qui soit racontable, mais je ne vais pas inventer. Il est hors de question, je ne suis pas la bonne personne, je n'inventerai pas, ce n'est pas mon métier. Ben, ils sont partis, voilà, parce qu'on n'avait rien à faire ensemble, quoi. Et moi, je ne sais pas faire, du pipeau, et puis ça ne m'intéresse pas. Aujourd'hui, on est à une heure où tout se sait via Internet, et on ne peut pas avoir de secret. Et que un jour ou l'autre, la vérité, elle ressort. Donc, ce n'est pas dans mon intérêt, et c'est surtout pas dans l'intérêt d'une marque. Voilà. Et donc, cette histoire d'alignement, c'est que au quotidien, je puisse incarner ce que je fais. Quand je crée un nouveau produit, donc c'est 4 matrices, une qui est sur les produits. Quand je crée un nouveau produit, quelles sont les questions que je dois me poser, valeur après valeur, pour être sûr que je suis bien dans un produit qui appartient à ma marque et non pas aux concurrents. Je vous donne un exemple, par exemple, sur Compagnie de Provence, donc, qui est une marque de cosmétiques et d'hygiène qui a notamment inventé le savon liquide de Marseille. Leur positionnement, c'est la Provence, mais réinventée, inspirée de la Provence de manière moderne et contemporaine. Par opposition, il y a l'Occitane en Provence qui est 100% sur la Provence traditionnelle, les cigales, les oliviers, la vision tradie de la Provence un peu ancestrale. Compagnie de Provence, c'est l'inverse. Ils sont vraiment sur un positionnement extrêmement moderne et contemporain. Donc, dans leur système de valeurs, ils ont la modernité. Si mon produit répond à toutes les valeurs, le nouveau produit que je crée répond à toutes les valeurs qu'ils ont. Ils ont l'origine, par exemple, qui est la même qu'Occitane en Provence. Ils ont toutes les mêmes valeurs qu'Occitane en Provence, à l'exception de la modernité. S'ils font un produit qui incarne toutes les valeurs, sauf celle de la modernité, du coup, ils vont créer un produit qui est Occitane en Provence et non pas Compagnie de Provence. Et ça, c'est vraiment important. Je dois incarner l'ensemble de mes valeurs avec des potards, c'est-à-dire plus ou moins, on n'est pas à 100% sur chacune des valeurs, mais je dois être porteur dans tout ce que je fais quand je crée un nouveau produit, mais aussi quand je communique de mes propres valeurs de façon à être vraiment différent de mon voisin. Donc, la première matrice, elle concerne le produit. Est-ce que mon produit est bien un produit de ma propre marque et pas celui d'un voisin? Quand je communique, ma communication, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit une campagne de pub ou que ce soit une newsletter, est-ce que le ton de voix, est-ce que le papier que j'utilise, est-ce que le type de photo que j'utilise répondent bien à mes valeurs de marque? Est-ce que j'incarne bien aussi dans cet acte-là les valeurs de ma marque et ma raison d'être, ce pourquoi j'existe? Aussi, quand je crée une boutique ou un point de vente virtuel, une boutique en ligne par exemple, est-ce que j'incarne bien mes valeurs? Est-ce que dans mes bureaux, j'incarne mes valeurs? Parce que je peux clamer que je suis, qu'une de mes valeurs très fortes, c'est famille, et puis dans mon lieu, en fait, les bureaux, ils sont cloisonnés, personne ne se parle, la communication est déplorable. Ben non, ça ne le fait pas. Donc voilà, est-ce que aussi dans mes lieux de vie et de vente, j'incarne mes valeurs? Et la dernière, c'est sur les comportements
et les recrutements. Est-ce que mon prochain collaborateur va être en ligne et en phase avec mes valeurs? Et ça, c'est hyper important. Et est-ce que moi-même, je me comporte en adéquation avec mes valeurs? Parce que si je clame et que je fais l'inverse, ça ne va pas le faire. Donc voilà, ça c'est vraiment important aussi. Et pourquoi c'est important? Parce que si un collaborateur n'incarne pas mes valeurs, il ne sera pas heureux. S'il ne se reconnaît pas dans le groupe, il ne sera pas heureux. Il sera plus heureux dans un autre endroit où le système de valeurs sera en adéquation avec son système de valeurs. C'est pas grave. C'est pas grave de ne pas partager les mêmes valeurs. C'est pas grave du tout. Mais c'est juste, est-ce que je suis bien dans mon environnement ou est-ce que je n'y suis pas bien? Voilà pourquoi, pour moi, c'était important que le dernier outil de ma méthode comporte ces matrices d'alignement et d'incarnation pour être sûr que j'ai toutes les raisons de croire à mes propres valeurs. Voilà. Et le délivrable, au final, c'est des plateformes de marque ou des brand books, donc qui sont des livres qui centralisent et où bien en plus s'adjoignent des visuels qui vont raconter, illustrer ça, l'identité visuelle de la marque. Quand elle n'en a pas, je peux faire appel à un directeur artistique qui va traduire la plateforme de marque en code visuel, photographique, coloriel, identitaire, logotype, etc. Ou scénographique dans un point de vente ou l'aménagement de bureau, etc. Puisque moi, je reste sur cette partie amont et ensuite, je travaille avec des DA sur l'incarnation physique, on va dire. C'est chouette de voir que du coup, tu as vraiment en fait, tu es une passerelle finalement entre des valeurs nous-mêmes et le fait qu'on soit vraiment alignés. Je trouve ça vraiment important. Même là, le fait que tu dises, voilà, il y a des gens, même si on n'a pas forcément les mêmes valeurs, c'est pas grave. Ça ne veut pas dire que leurs valeurs sont mauvaises, que les nôtres Non. sont meilleures ou quoi que ce soit. C'est simplement qu'on n'a pas forcément les mêmes. Et ce qui est important, c'est de le savoir pour que chaque personne qui vont travailler ensemble vont avoir vraiment une raison de vivre, une raison d'être. Et finalement, avec des grands exemples comme Apple ou même Windows ou autres, on voit bien en fait qu'il y a, en fonction des utilisateurs, l'idée n'était pas, par exemple, pour Apple de conquérir le monde, mais vraiment d'avoir une cible et précise et d'inspirer ces gens-là et que ces gens-là fassent un choix. Donc, je trouve ça vraiment intéressant. Et du coup, merci de nous avoir partagé un petit peu tous ces processus. Et là, finalement, si on peut arriver à l'émergence, enfin, la partie visible de l'iceberg plutôt, est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais et du coup, là, c'est avec ce que tu fais, ce que tu as créé, le métier que tu as créé là pour accompagner ces marques-là. Et avec, je sais que tu vas nous parler aussi d'un bel exemple en parallèle sur ça. Donc, à toi le retour de micro. Merci. Alors en fait, l'exemple dont je vais vous parler, c'est de particulier à particulier, qui est une très très belle marque qui s'était un peu endormie. Donc, à l'origine, les fondateurs, c'est un couple, ils étaient tout jeunes, ils avaient 26 ans. Ils ont eu quelques déboires avec les agences immobilières et ils ont créé PAP sur un coup de colère. Un jour, la fondatrice est arrivée auprès de son compagnon. Elle lui a dit: mais je n'en peux plus des agences. Il faut qu'on trouve un système de mettre les particuliers en relation pour squeezer les agences qui font, et à l'époque, il y avait beaucoup de malversations. Bon, ça s'est calmé. L'idée n'est pas de polémiquer sur agence ou pas agence, mais à l'époque, c'était un vrai combat, quoi. Et c'est né sur un coup de colère. Ils étaient ultra engagés pour la défense du particulier. Ils avaient collé des affiches la nuit. Ils étaient vraiment super, super énervés. Ils ont donné naissance à ce journal de petites annonces entre particuliers qui a eu un essor mais monumental. Et leur claim, c'était le réflexe logement. Et effectivement, personne
n'acheter ou ne louer un appartement sans d'abord être passé au kiosque à journaux le jeudi matin, à 6 heures du matin, prendre son journal, entourer les annonces, passer les coups de fil aux aurores voilà. C'était vraiment une institution d'une puissance et il pesait dans le game, comme on dit, et comptait vraiment dans le marché de l'immobilier. C'était vraiment, vraiment une institution. D'ailleurs, les gens pensaient que c'était une vraie institution. Et puis, la marque s'est un peu endormie. Voilà, il y a eu l'émergence du numérique, du digital, les bons coins et autres concurrents, pas toujours bien calibrés, bien positionnés, mais enfin bon, ils ont quand même pris d'énormes parts de marché. Les agences immobilières qui ont repris un peu du poil de la bête, parce que ça a plus de 40 ans de particulier à particulier. Les agences immobilières qui ont repris du poil de la bête parce que un Stéphane Plaza avec une émission de télé leur a redoré le blason, même si aujourd'hui c'est encore pas les plus clairs et clean voilà, dans le positionnement. Et pendant ce temps, ben, quand les autres font du bruit, montent, ben, petit bateau, c'est vraiment, pour moi, je fais une vraie similitude entre les deux parce qu'il y a des vraies belles valeurs qui s'incarnent dans les deux. Donc, pardon pour le lapsus, mais c'est pas pour rien. Je sais pourquoi je le fais. Parce que des belles personnes, des belles marques, des belles endormies qui se réveillent. Voilà. Et donc, PAP, petit à petit, a disparu du paysage, n'est plus apparu comme le fer de lance de la défense du particulier. Et pour cause, suite aux parents, c'est la fille, Corinne Joly, qui a pris le relais de ses parents, qui est ingénieure en informatique, qui est une fille brillantissime, qui s'est concentrée sur la digitalisation de PAP, c'est-à-dire passer d'un journal papier, abandonner un journal papier qui a eu un tel succès pour ne devenir plus qu'une plateforme, c'était quand même un sacré challenge. Donc, elle a mené à bien cette transformation, mais sans avoir la vindicte qu'ont pu avoir précédemment ses parents, voilà. Et moi, je les ai rencontrés via la directrice générale Laetitia Caron de cette jolie marque qui me disait on a un problème de storytelling, on ne sait pas se raconter. Ils ont dans leur valeur une grande valeur qui est l'humilité, mais qui ne sert pas toujours les marques, même si j'ai beaucoup, beaucoup de respect pour cette valeur-là. Voilà, quand autour de soi, il y a des gens qui sont ultra volubiles et qui font vraiment du barouf, l'humilité, elle dessert plutôt qu'elle ne sert. Mais c'est pas grave, on peut avoir l'humilité dans son système de valeurs, ça n'empêche absolument pas d'être performant. Le tout, c'est qu'en parallèle, il faut mettre en place un certain nombre de choses. Et donc, je commence toujours mes collaborations, enfin non pas toujours, mais quand c'est nécessaire ou quand les marques sont un peu établies, par une forme d'audit, c'est-à-dire que je fais des interviews à l'interne pour comprendre où est-ce que le bas blesse, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Donc, j'ai bien sûr interviewé les fondateurs, les parents de Corinne Joly, elle, bien sûr, toute la direction, mais pas que. J'interviewe aussi en horizontal dans tous les services, chacun des services de la marque, et puis en vertical du boss jusqu'à la jeune femme de l'accueil, pour avoir une vision la plus complète de l'entreprise et d'où vient le souci. Plus une étude de l'externe, des consommateurs, toutes les études conso qu'ils ont fait, les avis sur Internet, je vais lire, écouter tout ce qui se dit sur la marque. Et suite à l'audit, je leur fais un retour d'audit en leur disant le problème n'est pas uniquement un problème de narration, c'est avant tout un problème de plateforme de marque, de valeur de marque. J'ai le sentiment que ce qui a donné naissance à la marque à l'origine, aujourd'hui ne s'incarne plus dans vos valeurs. Enfin, vous ne l'incarnez plus dans vos actes, dans vos faits, dans vos gestes. Donc, dans ma façon de travailler, je crée avec les dirigeants, avec le comité directeur, un comité de pilotage de projet. Et donc, on se retrouve régulièrement, toutes les semaines, tous les 15 jours, 8-10 personnes autour de la table. Et on co-construit cette plateforme de marque ensemble à travers tous ces outils. Et donc, le premier exercice qu'on a fait,
on a travaillé sur les valeurs et la première valeur qui est sortie, bien sûr, c'est la valeur d'engagement, qui est celle pour lesquelles ses parents s'étaient battus, bec et ongles sortis depuis le début, hyper engagés auprès des particuliers. Ils s'appellent de particulier à particulier. Et d'un coup, il y a eu comme des lumières dans les yeux de tout le monde dans le comité de pilotage de dire waouh, mais ça, c'est nous. Et je disais à Corinne Joly, je veux que vous repreniez les armes. Il faut que vous repreniez cette valeur-là et que vous l'incarniez au quotidien. Vous alliez vous battre contre les agences immobilières. Elle me dit oui, mais quand on fait ça, on se retrouve avec des procès. Et je disais à Corinne Joly, mais ça me va très bien. Je serais vraiment contente le jour où vous serez en prison parce qu'on va vraiment parler de vous. Donc, c'est là devenu un running gag entre nous où elle me dit, ah ben voilà, elle m'a appelé dernièrement. Donc, bien sûr, maintenant, elle a repris le flambeau. Elle se bat sur tous les fronts. On la revoit dans la presse. Voilà, elle répond aux interviews. Elle dit ce qu'elle a à dire parce qu'elle est comme ça, elle aussi. Elle a vraiment cet engagement chevillé au corps. Quand je l'ai interviewée, elle parlait comme ça, elle est très, très, très engagée, elle incarne vraiment ces valeurs-là, mais pas vers l'extérieur. Elle ne le disait pas à l'extérieur, elle ne communiquait pas, il ne communiquait pas du tout là-dessus, il communiquait produits, moyens, etc. Et je lui disais, mais reprenez le flambeau, allez vous battre et tout ça. Et donc, le running gag, c'est qu'elle me dit, bon ben voilà, alors, j'ai ouvert ma gueule à telle émission et j'ai un procès, bravo, bravo Sandrine, merci. Et moi, je fais, yes, mais vous n'êtes pas encore en prison, continuez, vous pouvez mieux faire. Donc, à chaque fois, c'est le running gag avec elle. Et de plus en plus, elle prend la parole et de plus en plus, elle monte au front. Et le deuxième volet très très fort sur lequel on a appuyé, et notamment en communication, c'était sur les particuliers. Ça s'appelle de particulier à particulier, et ils ne montraient jamais leurs particuliers. Donc on a fait toute une campagne avec un directeur artistique qui est absolument exceptionnel, que je vous encourage à aller voir, qui s'appelle Brogan Avril, qui est franco-néo-zélandais. Qui a un talent incroyable et un photographe portraitiste qui a fait énormément de portraits de personnalités qui s'appelle Elias, qui est vraiment un cadre. On a photographié et sublimé des particuliers, mais des vrais particuliers. Ils ont envoyé un mail à leur fichier en disant on voudrait faire une campagne sur vous, qui veut? Et là, il y avait des centaines de doigts qui se sont levés en disant moi je veux, ça, voilà. Et on était hyper surpris parce qu'ils avaient envie de dire on aime cette marque, on veut être les ambassadeurs de la marque, on veut se mettre à l'avant et se battre aussi, nous, pour la marque, parce que vous ne savez pas tout ce que vous avez fait pour nous. Vous ne savez pas combien on a économisé grâce à vous. Vous ne savez pas combien vous nous avez enlevé d'épines de pied. Parce qu'il faut savoir que, outre la plateforme, c'est des 50 collaborateurs sur place à Paris qui répondent au téléphone toute la journée et qui vous aident au quotidien et vous enlèvent toutes les épines du pied pour toutes les ventes que vous pouvez faire. Voilà, c'est vraiment une plateforme d'aide à la vente entre particuliers. Ils ne prennent pas de commission. Vous payez votre petite annonce et c'est tout. Et donc, vous pouvez poser un petit calculateur sur ce que vous pouvez économiser quand vous passez par PAP. Vous économisez des dizaines et des centaines de milliers d'euros. Donc, c'est centaines peut-être pas, mais dizaines de milliers d'euros sur une vente. C'est impressionnant. Donc, le deuxième point, c'était les particuliers. Et ça a donné naissance à une campagne très vitaminée, très colorée, où on voit des portraits de vrais particuliers, et c'est des vrais, dans le métro, on les a vus un peu partout. Voilà. Et la dernière incarnation, et je vais conclure là-dessus, ça s'est passé pendant le confinement. J'avais Laetitia Caron au téléphone qui me disait on a envie de mettre la plateforme de marque au tout début du confinement, dans les premiers jours. On a envie de mettre la plateforme, pas la plateforme de marque, la plateforme PAP à disposition des particuliers pour ceux qui auraient envie de prêter leur appartement à des soignants qui habitent loin de l'hôpital et qui sont obligés de prendre le métro avec les risques qu'ils encourent, les trains, etc. Et qui risquent aussi d'apporter le Covid dans leur foyer, qui ont des enfants en bas âge et tout ça, et qui sont… voilà. Et donc, ils ont mis… J'en ai des frissons parce que je trouve l'idée mais tellement, tellement belle, quoi. Et je dis, ah, c'est génial, vous avez fait une campagne de com là-dessus. Ben non…
vous appelez immédiatement Karine, qui est l'attachée de presse. Il faut impérativement communiquer. D'abord pour le faire savoir et que vous ayez plus d'appartements à disposition pour les soignants. Et puis parce que quand on incarne comme ça aussi bien ses valeurs, eh ben, il faut le dire, quoi. Et c'est ce qu'ils ont fait. Il y a eu une retombée incroyable. Il y a 2000 appartements qui ont été mis à disposition de soignants et plusieurs soignants par appartement. Donc, c'est plus de 2000 soignants qui ont pu être logés grâce à PAP près de leur lieu de travail. Et je trouve ça absolument exceptionnel. Et ils m'ont inspiré, eux, entre autres, l'écriture d'un article que j'ai posté il n'y a pas très longtemps sur LinkedIn, qui s'appelle « Valeurs et déconfinement », ou comment le Covid a révélé les valeureux et les véreux, et où j'ai catégorisé en 5 familles ceux qui racontent tout au long de l'année leurs belles valeurs, mais qui n'ont rien fait, on ne les a pas vus pendant le confinement, ceux dont on n'entend jamais parler et qui se sont révélés, ceux qui ont des belles valeurs et qui les ont incarnées, qui les ont même incarnées au-delà de ce qu'on pouvait attendre d'eux. Et donc, voilà, je ne cite personne parce que ce n'est pas l'objet, mais je me suis amusée à catégoriser ça. Donc, les gens, parce que j'ai vu se révéler aussi autour de moi des gens dans une catégorie ou l'autre, là où je ne les attendais pas, et des marques, et notamment PAP. Et pour moi, c'est un vrai bonheur de voir que ce travail qu'on a fait ensemble, eh ben, il s'incarne dans le quotidien de la marque. Là, récemment, ils ont refait un article sur le fait que les Français avaient besoin de se mettre au vert après ce qu'on avait vécu avec le confinement. Et PAP a été interviewée, Corinne Joly, elle avait mais jusqu'à 6 interviews par jour suite à cet article. C'est-à-dire que du coup, ils sont revenus au niveau de la scène, sur le devant de la scène, et à nouveau, ils comptent, ils pèsent dans le game. Ils n'ont jamais cessé de le faire, mais aujourd'hui, plus que jamais, ils sont dans la lumière, et c'est ma plus grande victoire pour eux, quoi, parce que les retombées, forcément, elles sont derrière économiques. C'est-à-dire qu'une marque qui brille, ça se voit sur sa bottom line, quoi. Donc voilà. Et ça prend du temps, ça ne se fait pas comme ça. C'est pas parce que d'un coup on a des belles valeurs que le chiffre d'affaires bascule du jour au lendemain. C'est un travail qui se fait en longueur, mais voilà, je suis tellement, tellement, tellement fière de ça. Pour Petit Bateau, quand le nouveau concept de boutique est arrivé, le panier moyen avait bondi de 30% au jour de l'ouverture. Donc ça se voit vraiment aussi sur la bottom line. C'est pas uniquement du faire joli, c'est pas uniquement des jolis mots, c'est pas uniquement se retrouver avec un beau brand book à montrer aux banquiers. C'est comment je l'incarne dans mon quotidien et comment ça se voit sur mon chiffre d'affaires au final. Voilà, c'est ça que j'aime faire. Inspirer les marques à devenir elles-mêmes inspirantes. Voilà. Ou The Place to Be, qui est le nom de ma marque, qui est le nom de ma boîte à moi, aider les marques à trouver leur place to be et à le raconter. Merci. Ce qui est vraiment extraordinaire, c'est de voir que justement, le fait d'être aligné et ancré avec nos valeurs est aussi source de créativité. Parce que, et là, c'est dans tous les exemples que tu nous as montrés. Tu parlais, par exemple, quand tu parlais de Petit Bateau, on voit qu'au moment où, en fait, ils se sont réalignés, tout ce qui a pu se mettre en place, sans doute de reprendre des choses comme toutes les technologies, les innovations qu'ils avaient trouvées au niveau des textures, au niveau de tout ce qu'ils pouvaient faire de façon technique, bah, ça devait continuer d'avoir une sorte d'ébullition pour pouvoir y aller. Tout ce qui a dû être aussi dessin des collections, ça a dû forcément se réaligner. Et donc, tout ça, ce travail-là, finalement, c'est comme si c'était ce travail sous l'iceberg qui n'est pas visible, mais qui fait que tout ce qui est visible est tellement en accord. Et en tout cas, c'est extraordinaire de voir que... Et ça devient aussi pour eux inspirant. C'est-à-dire que quand l'innovation qu'ils avaient oubliée vraiment au moment où on les a retrouvés, la notion d'innovation, on la remet au cœur, et d'un coup ils disent « mais je veux incarner l'innovation ». Donc ils vont mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour incarner l'innovation. Si c'est quand c'est l'humour et la transgression, je veux incarner aussi l'humour et la transgression. On a inventé pour Petit Bateau des poissons autocollants. Tous les ans,
encore aujourd'hui. Les enfants, le 1er avril, ils savent que s'ils vont chez Petit Bâton, on va leur donner des poissons autocollants qui vont pouvoir coller dans le dos de tous les gens qui veulent. On a préempté la fête du 1er avril, parce que c'est la fête de la blague, parce que c'est très Petit Bateau. Et donc, on devient créatif dans ma ligne de conduite. Et ça, je trouve ça magique, quoi. Que ça, voilà. Je dis souvent que je ne crée rien, moi. Je n'invente rien. Quand je travaille avec une marque, on travaille que en co-création. Mon boulot, c'est de faire accoucher, de faire émerger les choses, voilà, et de réaligner et de faire le garde-fou. On appelle souvent le garde-fou. Après, pour être sûr qu'il n'y ait pas de dérive dans les premiers moments d'application. Après, je lâche les marques. J'aime qu'elles s'envolent sans moi et qu'elles fassent leur vie sans moi. Mais dans les premiers temps, je sers un peu de garde-fou. Je leur dis, en fait, mon boulot, c'est d'allumer la lumière. Vous avez un chemin, une voie. Je vais juste remettre la lumière pour que vous sachiez où vous marchez, vous ne preniez pas d'ornière, et puis que vous ayez une capacité à créer votre route, la bonne route, sur la bonne route, et avec une forme de sécurité. C'est-à-dire que essayez, je donne aussi ça comme exemple, mettez votre équipe en ligne, éteignez la lumière et dites-leur courez, mais ils vont aller à tâtons comme ça en ayant peur de se cogner. Allumez la lumière et dites-leur courez et voilà où vous devez aller, mais vous voyez la rapidité. C'est-à-dire que d'un coup, c'est aussi inspirant pour les gens à l'interne de dire ah, mais maintenant je sais où je vais. Non seulement je sais où je vais, mais je sais comment je vais y aller, avec quelles armes je peux me battre. Et voilà, c'est ultra inspirant pour moi aussi, quoi. J'adore ce que je fais, j'adore ce que je fais, je me régale. Et en général, est-ce que tu as plutôt, là tu nous as parlé de deux grands groupes, est-ce que tu as d'autres profils, qui est-ce qui vient taper à ta porte justement pour être aligné avec ces valeurs? Alors, ça peut être une start-up. Je te racontais qu'on préparait l'histoire d'une marque de vêtements qui sont venus me voir. Ils n'avaient absolument rien. Et je me suis dit, ça va être compliqué parce que il n'y a rien pour s'accrocher. Ils viennent de la fabrication, ce sont des très très bons producteurs. Ils sont ultra professionnels, ils savent monter une plateforme de vente, ils savent produire, ils savent distribuer, ils savent euh, faire du SAV. Mais ils, ils ne savent pas où aller, ils n'ont aucune idée, ni de style, ni de... Voilà, ils ne savent pas quoi faire. Et, euh, et au démarrage, j'ai eu un peu peur de me dire, mais là, je n'ai rien pour m'appuyer. D'habitude, je demande des archives de la marque, j'interviewe les fondateurs, je peux m'appuyer sur du vécu. Là, rien du tout. Ce n'est pas la première fois, hein, ça m'arrive souvent, mais là, pour le coup, il n'y avait absolument rien. Et en fait, au fil du temps, déjà, les fondateurs, c'est un oncle et sa nièce, participent aux réunions la sœur, puis le fils. Donc, c'est en fait une histoire de famille, d'une famille qui s'entend hyper bien, hyper soudée, une grande famille. Ils me racontent les tablés, les cousinades, les retrouvailles la première semaine d'août où ils sont tous ensemble, où ils font la fête tout le temps, où ça rigole, ils font plein d'activités ensemble et tout. Et d'un coup, c'est dessiné un truc comme ça où, quand on a commencé à travailler sur les valeurs, la première valeur qui est sortie, c'est la valeur de famille. Bon, effectivement, c'était une évidence. Et en tirant le fil petit à petit dans le lien qu'ils avaient envie de tisser avec leurs collaborateurs, avec leurs clients, d'être comme ça, d'être une cousine qui est toujours très élégante, bien habillée, qui a toujours les bons plans. Voilà. Donc, créer du lien dans le style de dire mais oui mais tu te rappelles la tante Léonie, elle avait toujours des nuisettes super belles, ça pourrait être un fil de la collection ou le collier de perles de maman, ça pourrait être aussi. Donc d'un coup est né un univers autour de cette marque-là, autour des valeurs de famille. C'est pas le Ralph Lauren et la grande famille chiquissime, c'est pas Bompard et la famille déjantée, c'est pas Dolce Gabbana avec la famille italienne qui parle avec les mains.
C'est leur famille, une famille française qui est faite de bons moments, de partage, de fou rire, ultra positive, ultra ensoleillée. Voilà. Et donc, des valeurs qui sont sorties de positivisme quand même absolument magiques. Et donc, on est en train de construire, et chaque semaine, c'est vraiment, on est aux prémices de l'histoire, le nom de la marque, ça sera autour des prénoms des ancêtres, etc. Donc, on est vraiment sur un truc qui se dessine petit à petit, et eux, ils sont mais tellement heureux quoi, de dire, mais c'est nous, c'est vraiment nous, quoi. Alors qu'au départ, il y avait strictement rien. Et là, c'est un kiff, mais énorme. Et ils attendent les réunions. Et moi aussi, chaque semaine, là, on vient de travailler sur le nom de la marque, où faire émerger ça, se dire, mais c'est tellement ça, mais c'est tellement nous. Donc ça, c'est vraiment un grand kiff aussi. Donc ça peut être ça, ça peut être la cagnotte des proches, qui est une plateforme de crowdfunding pour les patients. Si un membre de ma famille a besoin d'un fauteuil roulant ou quelqu'un qui veut faire un dernier voyage, ben, je fais appel à mon premier cercle, puis mon deuxième cercle, et puis la générosité environnante. Et voilà, ça peut être ça aussi. Eux avaient des valeurs, j'en ai encore des frissons parce que c'est aussi des super rencontres, mon métier, avec des gens mais tellement exceptionnels. Et donc là, c'était un couple où elle est infirmière et lui qui a travaillé longtemps dans l'univers médical, qui ont monté ça juste pour aider les autres, quoi. Ils ont fait une plateforme pour aider les autres. Mais ouais, les cheveux qui se dressent sur la tête, c'est vraiment… Voilà, et quand on incarne ces valeurs et qu'on le montre, eh ben, ça marche. Et là, aujourd'hui, la plateforme, elle fonctionne, et elle fonctionne vraiment bien. Et pendant le Covid, il y a eu plein d'initiatives pour aider, soutenir les soignants, etc. Et voilà, et je trouve que ces gens-là, ils ont besoin d'être mis en lumière, d'être aidés, accompagnés. Donc, c'est un projet que j'ai accompagné même financièrement, hein, où j'ai participé. Voilà, j'accompagne des projets en pro bono, on dit, donc euh, pour le plaisir et pour aider aussi, voilà, parce que c'est important, parce que ça m'aide moi aussi. Merci beaucoup, Sandrine. C'est vraiment à la fois inspirant et en même temps, c'est tellement ton quotidien que ça nous… On se dit, en fait, c'est possible aussi, tu vois. Et je trouve que voilà, c'est vraiment inspirant. Est-ce que si on pouvait te donner un mot de la fin, quelque chose qui te… Peut-être un message que tu auras envie de donner aux personnes qui n'ont pas encore fait le pas ou peut-être qui se sont déjà lancées, mais peut-être qu'il y a un moment se perdent un peu en route ou qui, tu vois, qui ne sont pas centrés à ces choses-là. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? C'est le sujet de mon prochain article sur LinkedIn, qui a donné le nom à ma boîte, The Place to Be. The Place to Be, ça veut dire l'endroit où il faut être, mais aussi l'endroit où on doit être. C'est une sorte de must-have. On doit être à cette place-là. Et que ben, c'est super dur de trouver sa place. Quand on est enfant au milieu d'une fratrie, c'est compliqué. Dans un couple, c'est compliqué. Quand on est une marque au milieu de la concurrence, c'est compliqué. Et en même temps, une fois qu'on l'a trouvé, qu'on est droit dans ses bottes et qu'on est fier d'être ce qu'on est fier de son identité et qu'on est fier de l'acclamer, mais c'est une puissance de déploiement derrière qui est inimaginable. Que ce soit en développement personnel, quand enfin, après une analyse, je sais qui je suis et je suis fière d'être ce que je suis et je me fous du regard des autres du moment que j'incarne ce que je suis avec fierté, et ben ça marche aussi pour les marques. Donc, mon mot d'ordre, c'est que pour vous-même, parce que par exemple, le jeu des valeurs, je l'ai fait aussi chez ma cartomancienne, je tire les cartes pour des personnes. C'est voilà, de savoir quel est son système de valeurs et avec, par quoi je peux être guidée. Comme pour une marque, de trouver sa place et de l'incarner avec fierté
et de savoir qu'on ne viendra pas marcher sur mes bottes parce que c'est mes bottes et qu'on ne viendra pas me les emprunter, bah, c'est une puissance de feu derrière qui est exceptionnelle. Donc oui, franchissez le pas. Bien évidemment, franchissez le pas. Merci infiniment, Sandrine, pour tout ce que tu nous as partagé. On va aussi derrière mettre les informations pour pouvoir te contacter et puis sauter le pas aussi. Sauter le pas ou se recentrer ou revenir. Merci en tout cas vraiment pour toute ta générosité. Merci vraiment pour on sent vraiment l'authenticité quand tu nous partages ton témoignage. Et Merci. c'était vraiment un excellent moment. Merci à toi. Merci, merci pour cette tribune. En tout cas, merci de me donner la possibilité de m'enthousiasmer. Je m'emballe beaucoup et puis c'est difficile de m'arrêter, mais merci infiniment pour cette fenêtre. Ne t'arrête pas en tout cas. C'était vraiment intéressant. Merci. Merci.